activistes travaillent, on va dire, en tout cas les personnes disent j'ai dénoncé cette personne parce qu'il était à l'école avec moi et avec sa famille il s'absentait pendant une semaine, ils allaient à Ankara. Donc je me suis demandé si c'était pas un terroriste appartenant à l'organisation armée de Fethullah Gülen. Et donc en fait la personne se défendait, il n'y avait aucune preuve contre elle. Et donc, en fait, parfois c'est difficile d'y voir une rationalité, notamment avec un médecin travaillant dans un hôpital à Vannes, où lui, ça faisait 1 an qu'il était emprisonné, il est venu menotter. Il n'y avait aucune charge dans son dossier, sauf qu'il avait eu une conversation téléphonique avec un autre médecin de l'hôpital, qui peut-être serait membre de l'organisation Gülen. Donc voilà, j'ai l'impression que quelque part, en mettant en avant ces différentes opposants politiques et l'organisation de Gülen tout particulièrement, c'est une façon de redéfinir des figures du citoyen loyal en fait, et de montrer des loyaux. Et il y a vraiment une mise en scène de ces procès. Donc alors, contrairement aux académiciens qui sont plus dotés en capital culturel, les procès des membres, des présumés putschistes de la tentative du coup d'État, par exemple, eh bien, il y a tout un soutien public. Il y a une association qui s'appelle l'Association du 15 juillet qui affrète des bus de la municipalité pour accompagner tous ceux qui veulent soutenir les familles des victimes. Et donc il y a vraiment une forme d'instrumentalisation de ces procès aussi qui se fait en lien avec les municipalités et le pouvoir en place. Oui, donc, alors je n'utilise pas du tout le terme de totalitarisme pour le moment, en tout cas pour définir le système d'Erdogan. Il y a énormément de différences entre l'erdoganisme et disons de l'Allemagne nazie, mais il y a aussi des ressemblances. Et parmi ces ressemblances-là, vous avez le point suivant. Dans l'Allemagne nazie, vous aviez à la fois un projet millénaire et de l'autre côté, l'existence de l'Allemagne nazie était réduite à son seul présent. C'était comme si le temps était réduit au présent seul. Et Victor Klemperer le montre, vous ouvrez un pont, c'est historique, Hitler parle, c'est historique, donc tout est historique, et vous êtes dépossédé du temps long pour pouvoir produire du sens de ce qui se passe. Et la démocratie, mais je dirais que toute société politique est une coordination du temps et de l'espace. C'est-à-dire le temps long et l'espace quand même qui permet la mobilité. Le temps long, parce qu'il faudrait quand même donner du sens au passé, il faudrait se projeter dans l'avenir. On ne peut pas avoir effectivement un passé qui soit marqué par 300 000 ruptures, 300 000 discours. Là, on sera absolument incapable de produire de la mémoire qu'on pourrait par la suite convertir en projet d'avenir. Parce que la mémoire, c'est aussi ça. Alors que dans le cas de la Turquie, effectivement, regardez la chronologie depuis 2007-2008, c'est vertigineux. Vous n'arrivez plus à proposer une chronologie sensée. Tellement qu'il y a de repères, tellement qu'il y a des changements de déport, tellement qu'il y a des changements de position. En 2012, il fallait renverser Bachar al-Assad. Aujourd'hui, on est dépendant de Bachar al-Assad, etc. Donc, mais c'est vertigineux. Et cela signifie qu'à un moment donné, l'erdoganisme ne rend pas compte de ses échecs, parce que la mémoire nécessaire pour juger de ces échecs-là, de ces défaites, disparaît. D'où la nécessité d'avoir une nouvelle crise, d'où la nécessité de déterminer le temps exclusivement à partir du présent. Et ce présent doit être un présent permettant la crise, la peur, l'inquiétude, la mobilisation, la division entre amis et ennemis. Et c'est de ce point de vue-là, vraiment, l'exemple turc est absolument hallucinant. Et la comparaison fera avec le régime saoudien, disons de 29 à 38, avec le régime chinois, de la révolution culturelle, etc. Donc le mouvement permanent. Et Hannah Arendt disait, les régimes totalitaires sont des régimes de mouvement, parce que le mouvement permet effectivement aussi d'échapper à cette histoire nécessaire, générationnelle nécessaire. Et donc
pour le moment, en tout cas, je crois que l'erdoganisme ne peut pas rendre compte de ses échecs, alors que l'échec est permanent. Jusqu'à quand? Puisqu'on n'est pas dans les années 1920 et 30, il se peut effectivement qu'il peut y avoir un sursaut de l'électorat. Ce qui s'est passé à Istanbul était quand même assez significatif. Hein. Donc là, je crois qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, mais vous êtes en face d'un régime qui ne rend pas compte, n'a pas besoin de rendre. Et puis la deuxième question sur les Kurdes, je ne sais pas si vous voulez... Voilà. En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui poussent la Turquie pour être plus active sur la scène de Syrie et de l'Irak. Mais je pense que, à la place de mystifier, par exemple, lequel détermine l'autre, par exemple, si c'est la Syrie qui détermine la politique de la Turquie, ou bien la Turquie qui détermine la politique de la Syrie, je pense que c'est plutôt de ce que M. Bozaslan dit, Erdoganisme décide de recommencer un processus de paix, par exemple, on peut voir toutes ces histoires de bases militaires, tout ça, transformées, parce qu'on a déjà vu, durant le processus de paix, il y avait Salih Muslim qui rentrait librement en Turquie, qui faisait des réunions. Dites qui est Salih? Salih Muslim, c'est le chef de... c'est le leader de PYD, c'est-à-dire le groupe politique des Kurdes en Syrie pro-PKK, je veux dire, pro-PKK, d'accord? Donc, ça peut tout de suite changer. On voyait ça, on voyait par exemple les convois militaires qui aidaient à nos amis en Syrie, vous voyez, qui étaient sortis sur la route en 29 octobre, date très symbolique parce que c'est la date de la création de la République. Donc ça change tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? Quand on est dans une période de guerre, on utilise ces bases, on dit qu'on bombe au Kandil sans arrêt, on dit qu'on a des victoires et tout, on le fait aussi, mais ça ne veut pas dire grand-chose dans le long terme sur les questions militaires ou bien politiques et des violences de la question kurde. On dit ça et on le fait, mais ça peut rechanger tout de suite avec un processus de paix, par exemple. Ça peut reprendre la forme de solidarité entre les groupes turcs et les groupes de PKK, par exemple, pour protéger des places contre Daesh, par exemple. Donc, je pense que pour le moment, c'est plutôt, comme dit M. Bozaslan, c'est plutôt pour la politique interne. C'est pour souligner la force de la Turquie contre la terroriste qui ont en fait échappé d'accepter leur paternalisme, qui les ont reconnus cette fois-ci, qui ont suggéré une politique ensemble, mais avec un paternalisme de grand frère turc, et donc le PKK qui est coupable maintenant pour le refuser. Je pense que c'est plutôt une façon de montrer en fait de ce militarisme interne. Tout ça, je vois un peu, bien sûr, ça a des côtés très importants géopolitiques aussi, mais c'est très lié à la politique interne, je pense. Donc, on peut conclure la première séance. Merci à tout le monde. Et on reprend dans...